Et si tu étais déjà mort? Pas une fois, pas deux, des milliers de fois, des accidents de voiture dont tu ne te souviens pas, des maladies qui auraient dû t'emporter. 1 million de quasi-catastrophes qui sont allées dans l'autre sens. La physique est réelle. Les mathématiques sont publiées. Et l'homme qui a découvert tout ça s'est détruit à l'alcool avant que le monde ne le croie. Tu es assis là en ce moment, en train de lire ces mots, et tu supposes que tu es vivant parce que tu as eu de la chance. Parce que les choses se sont bien passées. Parce que le camion a freiné à temps, parce que la tumeur était bénigne, parce que ton cœur n'a pas flanché cette nuit-là où tu as senti quelque chose d'étrange dans ta poitrine. Tu appelles ça de la chance. Tu appelles ça la vie. La mécanique quantique a un autre mot pour ça. Elle appelle ça un effet de sélection. Si cette vidéo t'intéresse, mets un pouce et abonne-toi, ça aide la chaîne plus que tu ne le crois. Parce que si l'interprétation la plus directe des équations quantiques est correcte, et des physiciens du MIT, de Caltech, d'Oxford et de Cambridge pensent qu'elle l'est, alors chaque fois que tu as frôlé la mort, l'univers s'est divisé. Dans certaines branches, tu es mort. Dans d'autres, tu as survécu. Mais toi, ton expérience consciente, ne peut se poursuivre que dans les branches où tu restes en vie. Les versions mortes de toi n'expérimentent rien. Elles s'arrêtent simplement. Alors, de ton point de vue subjectif, tu te retrouves toujours dans une branche où tu as survécu, quelle que soit l'improbabilité de cette survie. Le toi qui lit ces mots en ce moment est peut-être le survivant de 1000 quasi-collisions, de 1000 diagnostics évités, de 1000 défaillances organiques qui sont allées dans l'autre sens. Et tu ne le saurais jamais. Parce que les versions mortes ne peuvent pas faire de rapport. Ce n'est pas du mysticisme. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est une conséquence logique de l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique. Et l'interprétation des mondes multiples n'est pas de la science marginale. Sean Carroll, l'un des physiciens les plus respectés vivants, l'appelle l'interprétation la plus directe des équations quantiques. David Deutsch, le père de l'informatique quantique, en est un défenseur passionné. Max Tegmark, le cosmologiste du MIT, a écrit abondamment sur l'immortalité quantique et ses implications. Ce soir, on va suivre cette idée jusqu'au bout, jusqu'à l'endroit où elle devient terrifiante, jusqu'à l'endroit où elle cesse de ressembler à une bonne nouvelle et commence à ressembler à la pire nouvelle imaginable. Parce que l'immortalité quantique ne dit pas que tu vivras éternellement dans un sens confortable. Elle dit que tu ne peux pas mourir. Et la différence entre les deux est un gouffre. Pour comprendre pourquoi tu pourrais être déjà mort, il faut d'abord comprendre l'homme qui a rendu cette idée possible. Le 15 mars 1954, Princeton, New Jersey. Un étudiant en doctorat nommé Hugh Everett III est assis dans son appartement avec un verre de sherry, fixant des équations qui refusent de s'équilibrer. Il a 23 ans, brillant, et profondément troublé par un problème qui hante la physique depuis 3 décennies. Le problème est simple à énoncer et impossible à résoudre. Quand tu regardes quelque chose de très petit, un électron, un photon, un atome unique, ça change. Avant que tu ne regardes, la particule existe dans plusieurs états simultanément. Après que tu regardes, elle se fixe dans un état défini. Les mathématiques sont claires, les expériences le confirment, mais que se passe-t-il avec toutes les autres possibilités? Où vont-elles? La réponse standard, appelée l'interprétation de Copenhague, dit qu'elles disparaissent simplement. L'acte d'observation effondre la fonction d'onde. Toutes les possibilités sauf une cessent d'exister. C'est ce que Niels Bohr enseignait. C'est ce que Werner Heisenberg défendait. C'est ce que chaque étudiant en physique apprend dans son premier cours de mécanique quantique. Et Hugh Everett pense que c'est absurde. Parce que si l'interprétation de Copenhague est correcte, alors la conscience a un rôle spécial en physique. L'observateur compte. L'univers se soucie de savoir si tu regardes, et ça semble impossible, non scientifique, presque religieux. Il doit y avoir une autre réponse. Everett commence à écrire. Son stylo se déplace sur le bloc-notes jaune, en traits rapides et certains. Et si la fonction d'onde ne s'effondrait jamais du tout? Et si chaque possibilité, chaque résultat potentiel, se produisait réellement? Pas métaphoriquement, pas philosophiquement, mais physiquement, dans des univers parallèles qui se séparent les uns des autres à chaque mesure quantique.
L'observateur n'effondre pas la fonction d'onde. L'observateur devient intriqué avec elle. Et les deux résultats se produisent, chacun dans sa propre branche séparée de la réalité. Ça sonne comme de la science-fiction, ça sonne comme de la folie. Mais Everett travaille les mathématiques et découvre que c'est complètement cohérent avec la mécanique quantique. Plus que cohérent, ça résout en fait plusieurs paradoxes de longue date. Le problème de la mesure disparaît. Le rôle de l'observateur devient ordinaire. Les équations font enfin sens. Il appelle ça la formulation des états relatifs. Plus tard, d'autres l'appelleront l'interprétation des mondes multiples. Mais cette nuit-là, en 1954, Hugh Everett n'a aucune idée qu'il vient de proposer l'une des idées les plus radicales de l'histoire de la science. Il n'a aucune idée que sa théorie sera rejetée, moquée et ignorée pendant des décennies. Il n'a aucune idée qu'elle sera finalement adoptée par certains des plus grands physiciens vivants. Et il n'a certainement aucune idée que cachée dans ces mathématiques se trouve une conséquence logique si dérangeante que les philosophes en débattent encore 70 ans plus tard. La conséquence s'appelle l'immortalité quantique, et elle suggère que tu ne peux pas mourir. Avant qu'Everett puisse diviser l'univers, quelqu'un devait le casser. Ce quelqu'un était Niels Bohr, et la cassure s'est produite à Copenhague, au Danemark, dans les années 1920, quand un groupe de physiciens brillants a décidé que la réalité était trop étrange pour être comprise et que le mieux qu'on puisse faire était de calculer. Pour apprécier à quel point la théorie d'Everett était radicale, tu dois comprendre ce qu'elle a remplacé. L'interprétation de Copenhague n'était pas simplement une théorie scientifique. C'était une philosophie, une vision du monde, presque une religion. Pendant 60 ans, elle a dominé la mécanique quantique d'une poigne de fer. Les physiciens qui la remettaient en question étaient ignorés, ridiculisés ou poussés hors du domaine. L'histoire commence avec l'expérience des fentes doubles, la démonstration la plus belle et la plus dérangeante de toute la physique. Imagine une barrière avec deux fentes étroites. D'un côté, une source de particules, disons des électrons. De l'autre, un écran détecteur qui s'illumine partout où un électron le frappe. Tire un flux d'électrons vers la barrière et regarde le motif qui se forme. Si les électrons étaient de petites billes, des particules classiques suivant des trajectoires prévisibles, tu verrais deux bandes lumineuses sur l'écran, directement derrière les deux fentes. Simple, prévisible, classique. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce que tu vois est un motif d'interférence. Des bandes lumineuses et sombres alternant sur l'écran. Exactement le motif que tu attendrais d'ondes passant à travers deux ouvertures et interférant l'une avec l'autre. Les électrons se comportent comme des ondes, se propageant, passant à travers les deux fentes simultanément, interférant avec eux-mêmes. Mais le vrai mystère vient quand tu essaies de regarder par quelle fente chaque électron passe. Place un détecteur aux fentes, quelque chose qui peut te dire quel chemin chaque électron prend, et le motif d'interférence disparaît. Tu obtiens deux bandes, exactement ce que tu attendais de particules classiques. Les électrons ne se comportent plus comme des ondes. Ils se comportent comme des petites billes, passant par une fente ou l'autre, jamais les deux. L'acte d'observation a changé le résultat. Ce n'est pas un caprice des électrons. Ça se produit avec les photons, les atomes, les molécules contenant des centaines d'atomes. Ça a été démontré d'innombrables fois avec un équipement de plus en plus précis. Le résultat est toujours le même. Erwin Schrödinger a développé l'équation d'onde qui décrit comment les systèmes quantiques évoluent dans le temps. Son équation est lisse, continue, déterministe. Il n'y a pas de hasard, pas d'effondrement, pas de rôle spécial pour l'observation. La fonction d'onde évolue simplement, mais elle décrit aussi des superpositions. Un électron, passant à travers les fentes doubles, n'est pas en train de passer par la fente gauche ou la fente droite. Selon l'équation de Schrödinger, il est dans une superposition des deux chemins simultanément. Alors, pourquoi le motif d'interférence disparaît quand on regarde? L'équation de Schrödinger n'a pas de réponse. L'effondrement n'est pas dans les mathématiques. Il doit être ajouté à la main, un postulat supplémentaire greffé sur la théorie, une discontinuité qui apparaît quand une mesure se produit. C'est le problème de la mesure. Les maths disent une chose, les expériences disent une autre, et personne ne sait pourquoi. La réponse de Bohr était d'abandonner.
Pas explicitement, bien sûr. Il a développé un cadre philosophique élaboré qui déclarait la question dénuée de sens. On ne peut pas demander ce que l'électron fait vraiment entre les mesures. La mécanique quantique ne décrit pas la réalité. Elle décrit notre connaissance de la réalité. La fonction d'onde n'est pas une chose, c'est un outil. Ça ressemble à de l'humilité épistémologique soigneuse. En pratique, ça signifiait que le problème de la mesure était balayé sous le tapis. Tais-toi et calcule est devenue la devise officieuse. Si les maths marchent, si les prédictions correspondent aux expériences, pourquoi poser des questions inconfortables? Everett a posé les questions. Schrödinger lui-même avait souligné l'absurdité de la position de Bohr avec sa célèbre expérience de pensée, celle qui implique un chat. Imagine un chat dans une boîte scellée. À l'intérieur de la boîte, un atome radioactif, un compteur Geiger, un marteau et une fiole de poison. Si l'atome se désintègre, le compteur Geiger le détecte, déclenche le marteau, brise la fiole et tue le chat. Si l'atome ne se désintègre pas, le chat vit. Selon la mécanique quantique, l'atome commence dans une superposition de désintégrés et de non désintégrés. Après 1 heure, disons, il y a 50% de chances qu'il se soit désintégré et 50% qu'il ne l'ait pas fait. Mais si l'atome est en superposition et si la désintégration de l'atome est ce qui détermine le sort du chat, alors le chat doit aussi être en superposition, vivant et mort simultanément, un chat quantique flou, ni vivant ni mort, jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la boîte et regarde. C'est évidemment absurde. Les chats ne sont pas en superposition. Ils sont soit vivants, soit morts, pas les deux. Mais les mathématiques de la mécanique quantique, appliquées de façon cohérente, disent le contraire. La fonction d'onde pour le système entier, atome plus détecteur plus chat, est une superposition de 2 branches. Dans une branche, l'atome s'est désintégré et le chat est mort. Dans l'autre, l'atome ne s'est pas désintégré et le chat est vivant. La réponse de Bohr était que le chat et le détecteur sont des systèmes classiques, pas quantiques. Quelque part entre l'atome et le chat, une frontière existe. Mais où est cette frontière? Qu'est-ce qui rend le chat classique et l'atome quantique? Le chat est fait d'atomes. Le détecteur est fait d'atomes. Si la mécanique quantique s'applique aux atomes individuels, pourquoi ne s'applique-t-elle pas aux collections d'atomes? Bohr n'a jamais répondu à cette question de façon satisfaisante. Il a simplement affirmé que les grands systèmes sont classiques et les petits quantiques, sans expliquer ce que la taille a à voir avec quoi que ce soit. La vérité est qu'il n'y a pas de frontière. Chaque expérience conçue pour trouver la ligne entre le quantique et le classique l'a poussé plus loin dans le domaine macroscopique. Des superpositions ont été démontrées pour des molécules contenant des milliers d'atomes. La frontière continue de reculer. Un jour, elle pourrait disparaître entièrement. C'est ce qu'Everett avait compris en 1954. L'interprétation de Copenhague n'était pas une solution. C'était un esquive. Le problème de la mesure était réel et il exigeait une vraie réponse. La fonction d'onde soit s'effondre, soit ne s'effondre pas. S'il n'y a pas d'effondrement, la superposition persiste et tous les résultats sont réels, chacun dans sa propre branche. Il n'y a pas de milieu. Ce qu'Everett a proposé est si simple dans sa logique qu'on se demande pourquoi personne n'y avait pensé avant. Et si la fonction d'onde ne s'effondrait jamais? Et si l'équation de Schrödinger s'appliquait partout, tout le temps, à tous les systèmes, y compris les observateurs, les appareils de mesure et l'univers entier? Que prédiraient les mathématiques? La réponse, quand il l'a élaborée, était stupéfiante. Si la fonction d'onde ne s'effondre jamais, alors chaque résultat possible de chaque mesure se produit réellement. Mais ils se produisent dans des branches différentes de la fonction d'onde, des branches qui ne peuvent pas interagir entre elles, des branches qui sont effectivement des univers séparés. Un observateur mesurant un électron ne fait pas que l'électron ait une position définie. L'observateur devient corrélé avec l'électron, intriqué avec lui, divisé en versions multiples, une pour chaque résultat possible. Et chaque version de l'observateur expérimente un résultat différent, ignorant que les autres versions existent. C'est l'interprétation des mondes multiples dans sa forme originale. Elle est radicale, oui. Elle multiplie le nombre d'univers au-delà de l'imagination. Elle dit qu'en ce moment même, pendant que tu lis ces mots,
D'innombrables versions de toi lisent des mots différents dans des branches différentes, font des choix différents, vivent des vies différentes. Mais elle résout le problème de la mesure sans invoquer de frontières mystérieuses ou d'effondrements inexpliqués. Elle prend la mécanique quantique au sérieux, l'applique de façon cohérente et accepte les conséquences. Everett a travaillé sur sa théorie pendant 2 ans. Il a rempli des cahiers de calcul. Il a discuté des idées avec John Wheeler, son directeur de thèse à Princeton, l'un des physiciens théoriciens les plus créatifs du XXe siècle, l'homme qui a inventé les termes « trou noir » et « trou de verre ». Wheeler était fasciné mais prudent. Il savait que Bohr et ses partisans réagiraient mal à tout défi contre l'orthodoxie de Copenhague. Il a poussé Everett à adoucir son langage, à retirer les affirmations les plus provocatrices, à présenter le travail comme une reformulation mathématique plutôt qu'un défi fondamental à la vision établie. Everett a accepté à contre-cœur. La version publiée de sa thèse était plus courte et plus technique que l'original. La discussion philosophique a été réduite à quelques pages. Le mot « monde multiple » n'apparaît pas. Mais l'idée centrale est restée intacte. Et quand Bohr a finalement lu l'article, il l'a rejeté complètement. La réponse a été dévastatrice. Bohr n'était pas simplement un physicien. Il était le fondateur de l'interprétation de Copenhague, l'architecte de l'orthodoxie quantique, un prix Nobel dont l'autorité dans le domaine était presque absolue. Son rejet du travail d'Everett a été discret mais efficace. Pas d'article publié attaquant la théorie. Pas de débat organisé. Bohr a simplement fait savoir qu'il trouvait l'approche inintéressante et inutile. Et dans le petit monde de la physique théorique, ça a suffi. Everett avait attendu de la critique. Il n'avait pas attendu le silence. Il a quitté la physique. Il a pris un emploi au Pentagone, travaillant sur la stratégie de guerre nucléaire et la modélisation mathématique. Il gagnait de l'argent. Il élevait ses enfants. Il buvait beaucoup et fumait constamment et se repliait sur lui-même. Son mariage s'est détérioré. Sa relation avec ses enfants est devenue distante. Selon tous les témoignages, c'était un homme profondément malheureux, brillant et amer, incapable de lâcher la théorie que le monde avait rejetée. Il n'a pas entièrement abandonné sa théorie. Au fil des années, il a correspondu avec quelques physiciens qui exprimaient de l'intérêt. Il a révisé et élargi ses idées dans des notes non publiées. Mais il n'a jamais publié un autre article sur la mécanique quantique. Il n'est jamais retourné à la physique académique. L'homme qui avait divisé l'univers a disparu dans le complexe militaro-industriel. Sa vie personnelle s'est assombrie. Il a épousé Nancy Gore en 1956 et ils ont eu 2 enfants, Mark et Elizabeth. Mais le mariage était en difficulté dès le début. Everett buvait abondamment, commençant tôt dans la journée et continuant dans la nuit. Il fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Il mangeait mal, ne faisait jamais d'exercice et ne montrait que peu d'intérêt pour sa propre santé. L'alcool était un symptôme de quelque chose de plus profond. Amis et collègues décrivaient Everett comme déprimé, amer, convaincu que le monde lui avait fait du tort. Il croyait que sa théorie était correcte. Il croyait que la communauté physique avait échoué à reconnaître le génie. Et il a fait face à cet échec par l'autodestruction. Sa fille Elizabeth souffrait de dépression maniaque. Elle décrirait plus tard une enfance de négligence et de chaos émotionnel. En 1996, des années après la mort de son père, elle est morte par suicide. Dans sa note, elle a exprimé l'espoir qu'elle pourrait se retrouver dans une autre branche de la fonction d'onde, réunie avec son père. C'était un écho tragique de la théorie qu'il avait proposée. La théorie qui disait que la mort pourrait ne pas être finale. La théorie qui n'avait apporté aucun réconfort à sa propre vie tourmentée. Hugh Everett III est mort le 19 juillet 1982. Il avait 51 ans. La cause était une crise cardiaque, soudaine et massive, le frappant dans son sommeil. Son corps a été retrouvé par son fils Mark, qui deviendrait plus tard célèbre comme le chanteur du groupe de rock Eels. La crémation a été effectuée selon les souhaits d'Hugh. Il n'y a pas eu de funérailles. Il n'y a pas eu de cérémonie commémorative. Ses cendres ont été jetées à la poubelle, exactement comme il l'avait demandé. Il ne voulait pas de deuil. Peut-être ne croyait-il pas être véritablement mort. Dans les années qui ont suivi sa mort, quelque chose d'étrange s'est produit.
L'interprétation des mondes multiples, rejetée et ignorée pendant des décennies, a commencé à attirer une attention sérieuse. Les physiciens travaillant sur l'informatique quantique ont trouvé que la théorie fournissait un cadre naturel pour comprendre le calcul parallèle. Les cosmologistes étudiant l'univers primitif ont trouvé que les mondes multiples évitaient certains paradoxes en cosmologie quantique. Des sondages de physiciens ont montré un soutien significatif pour l'interprétation, rivalisant souvent avec le soutien pour Copenhague. La théorie qu'Hugh Everett avait proposée dans son appartement exigu de Princeton, la théorie qui avait été rejetée et ignorée, était devenue l'un des principaux concurrents pour comprendre la nature de la réalité quantique. Hugh Everett n'a pas vécu pour voir cette réhabilitation. Peut-être, dans une branche de la fonction d'onde, il l'a vue. Peut-être qu'il y a un univers où son cœur n'a pas flanché ce matin de juillet, où il a vécu encore 20 ou 30 ans, où il a vu la marée tourner. Peut-être qu'il est vivant en ce moment, un vieil homme de plus de 90 ans dans une branche lointaine, lisant des articles qui citent son travail et se souvenant de cette nuit à Princeton, quand il a vu pour la première fois la structure ramifiée de la réalité. Ou peut-être que la mort est simplement la mort. La fonction d'onde s'effondre en rien, et Hugh Everett III a expérimenté son dernier moment de conscience un matin de juillet 1982. La question est indécidable. L'expérience ne peut pas être menée. Et c'est exactement le problème avec l'immortalité quantique. Laisse-moi être précis sur ce que l'immortalité quantique signifie, parce que la précision est ce qui sépare l'idée d'une fantaisie de science-fiction. La théorie ne dit pas que tu vivras éternellement dans un sens conventionnel. Elle ne promet pas la jeunesse éternelle ou la résurrection corporelle. Ce qu'elle suggère est bien plus étrange. Chaque fois que tu fais face à une situation où tu pourrais mourir, l'univers se divise. Dans certaines branches, tu meurs. Dans d'autres, tu survis. Mais toi, ton expérience consciente, ne peut continuer que dans les branches où tu restes en vie. Les versions mortes de toi n'expérimentent rien. Elles s'arrêtent simplement. Alors de ton point de vue subjectif, tu te retrouveras toujours dans une branche où tu as survécu, quelle que soit l'improbabilité de cette survie. Pense à ce que ça signifie. Pense-y vraiment. Tu conduis sur l'autoroute. Un camion traverse la médiane. Dans certaines branches du multivers, la collision te tue instantanément. Dans d'autres, tu fais un écart juste à temps. Dans d'autres encore, le conducteur du camion corrige à la dernière seconde. Dans quelques branches rares, un événement improbable te sauve contre toute attente. Peut-être que le camion accroche ton pare-choc au lieu d'écraser ta portière. Peut-être que tu avais décidé de prendre un itinéraire différent ce matin-là. Peut-être que tu t'es arrêté pour un café et que tu as raté la chose entière de 30 secondes. Le point est qu'il existe une branche, aussi improbable soit-elle, où tu survis. Et c'est la seule branche que tu expérimenteras jamais. Tu te réveilles à l'hôpital. Tu entends le médecin dire que c'est un miracle. Tu rentres chez toi, tu serres ta famille dans tes bras, tu te demandes pourquoi tu te sens si étrange. Et tu ne sauras jamais qu'un billion d'autres versions de toi sont enterrées cette semaine. Max Tegmark, le cosmologiste du MIT qui a écrit abondamment sur l'immortalité quantique, a formalisé l'idée dans un article publié en 1998. Tegmark explorait les conséquences subjectives de l'interprétation des mondes multiples. Il voulait savoir ce que ça ferait de vivre dans un univers ramifié, d'expérimenter la mécanique quantique de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Sa conclusion était dérangeante. Si les mondes multiples sont corrects, alors d'un point de vue à la première personne, tu es immortel. Non pas parce que la mort est impossible, la mort se produit constamment dans branche après branche, tandis que les événements quantiques jouent contre toi. Mais tu n'expérimentes jamais ces morts. Tu n'expérimentes que le fil étroit de branche où la survie se produit. Et ce fil, aussi mince qu'il devienne, ne se brise jamais tout à fait. Tegmark a été prudent de noter que ce n'est pas une prescription. Il n'a pas recommandé que quiconque effectue réellement l'expérience du suicide quantique. D'abord parce que l'expérience n'est valide que du point de vue de la première personne. Un observateur extérieur te regardant te verrait mourir dans environ la moitié des essais. Il ne serait pas impressionné par ton immortalité quantique. Il verrait juste un cadavre.
Ensuite, parce que même si tu survivais, ta survie pourrait ne pas être agréable. Les branches où tu survis contre de longues probabilités sont par définition inhabituelles. Peut-être que le pistolet s'est enrayé à cause d'un défaut de fabrication qui a aussi causé son explosion et t'a rendu aveugle. Les branches de survie sont garanties d'exister. Elles ne sont pas garanties d'être désirables. Mais le point philosophique tient. Si tu acceptes l'interprétation des mondes multiples, tu dois accepter l'immortalité quantique comme conséquence logique. Les mêmes mathématiques qui disent que tous les résultats se produisent, disent aussi que l'expérience consciente ne peut persister que dans les branches où l'observateur survit. Tu ne peux pas être témoin de ta propre mort. Tu ne peux être témoin que de la continuation interminable et improbable de ta vie. Les nombres mentent, ou plutôt, les nombres disent des vérités que l'intuition humaine ne peut pas saisir. Et nulle part cela n'est plus apparent que dans les mathématiques du multivers, où des probabilités qui semblent impossiblement petites deviennent des certitudes par le poids pur de la répétition infinie. Laisse-moi te donner un exemple. Tir à pile ou face. La probabilité d'obtenir face est d'1 sur 2. Tire à nouveau. La probabilité d'obtenir face 2 fois de suite est d'1 sur 4. Tire 10 fois. La probabilité de 10 faces d'affilée est d'1 sur 1024, approximativement 1 sur 1000. Maintenant, tire la pièce 100 fois. La probabilité de 100 faces d'affilée est inimaginablement petite. C'est un divisé par 2 puissance 100. Si tu écrivais ce nombre en décimales, il y aurait 30 zéros après la virgule avant que tu n'atteignes le premier chiffre non nul. En termes pratiques, ça n'arrivera jamais. Pas dans ta vie, pas dans la durée de vie de l'univers. Mais voici l'astuce. Tire la pièce non pas une fois, pas 100 fois, mais un nombre infini de fois. Dans une séquence infinie de tirages, la probabilité que 100 faces d'affilée se produisent quelque part est de 100%. Certitude. Ça doit arriver parce que l'infini est assez grand pour le garantir. Ce n'est pas de l'intuition, c'est des mathématiques. La probabilité qu'un événement de probabilité P se produise au moins une fois dans n essais indépendants est un moins la quantité un moins P élevé à la puissance n. Quand n tend vers l'infini, cette expression tend vers 1, quel que soit P. Donné suffisamment d'essais, tout ce qui peut arriver arrivera. Le multivers fonctionne de la même façon. Dans un univers unique, la probabilité que tu survives à un accident fatal par une combinaison miraculeuse de circonstances pourrait être d'1 sur 1 billion. Absurdement improbable, mais dans le multivers ramifié, il n'y a pas 1 ou 1 billion de branches. Il y en a une infinité. Et dans un ensemble infini de branches, cet événement d'1 sur 1 billion est garanti de se produire. Plus que garanti, il se produit une infinité de fois. C'est l'insight clé qui rend l'immortalité quantique possible. L'improbabilité de la survie n'a pas d'importance si le nombre de branches est infini. Suppose que tu es dans une situation où il y a 99% de chances que tu meurs et 1% de chances que tu survives. Dans l'interprétation de Copenhague, tu cours ce gant de 1% une fois. Soit tu passes, soit non. Probablement non. Dans l'interprétation des mondes multiples, l'univers se divise. 99 branches contiennent ton cadavre. Une branche te contient, vivant, te demandant comment tu as eu autant de chance. Les versions mortes ne se demandent rien, elles sont mortes. La seule version qui a des expériences, qui pose des questions, qui continue de vivre, est celle dans la branche de survie. Maintenant, suppose que la situation se répète. Encore 99% de chances de mort. Dans un univers unique, ta probabilité de survivre 2 fois est d'1 sur 10 000. Après 10 situations comme ça, la probabilité est d'1 sur 10 puissance 20. Effectivement 0. Mais dans le multivers ramifié, chaque situation se divise à nouveau. Après la première division, tu es dans la branche du 1%. Après la deuxième, dans le 1% du 1%. Après 10 divisions, tu es dans une tranche infiniment mince de la fonction d'onde originale. Mais cette tranche existe. Elle est réelle. Et toi, la conscience qui expérimente, tu es dedans. De ton point de vue subjectif, tu as survécu à chaque fois. Tu ne sais rien des versions mortes. Tu ne peux pas communiquer avec elles. Tu n'as aucune preuve qu'elles aient jamais existé, sauf le raisonnement abstrait de la physique. Tout ce que tu sais, c'est que tu es vivant contre toute attente
battant les statistiques d'une façon qui semble miraculeuse. Ce n'est pas un bug de la théorie, c'est une fonctionnalité. Supposons généreusement que tout cela est correct. Supposons que l'interprétation des mondes multiples est la bonne description de la réalité. Supposons que la fonction d'onde ne s'effondre jamais. Supposons que chaque événement quantique crée des branches. Supposons que la conscience ne peut persister que dans les branches de survie. Supposons tout cela. La question suivante est plus sombre que toutes les précédentes. Combien de temps cela peut-il continuer? Y a-t-il toujours une branche où tu survis? En principe, oui. La ramification est infinie. Pour toute probabilité de survie supérieure à 0, il y a des branches où cette survie se produit. Mais à mesure que tu vieillis, que ton corps s'affaiblit, que les menaces se multiplient et que les défenses échouent, la probabilité de survie dans chaque branche devient de plus en plus petite. Les branches où tu survis deviennent une tranche de plus en plus mince de la fonction d'onde totale. Imagine un homme de 100 ans dans un lit d'hôpital. Ses organes sont en train de lâcher. Son système immunitaire est épuisé. La médecine a fait tout ce qu'elle pouvait. Dans le monde classique, la mort est imminente et certaine. Mais dans le monde quantique, il y a toujours une chance. Une chance sur 1 million que quelques combinaisons de fluctuations moléculaires donnent à ces cellules quelques heures de plus. Une chance sur 1 milliard qu'un nouveau traitement arrive juste à temps. Une chance sur 1 billion que son corps se redresse spontanément d'une façon qui défie toute compréhension médicale. Ces chances sont absurdement petites, mais elles ne sont pas nulles. Et dans la ramification infinie du multivers, non zéro signifie inévitable. Il y a une branche, aussi improbable soit-elle, où l'homme de 100 ans survit un jour de plus, et un autre, et un autre. Le survivant, la version de l'homme qui continue de se réveiller dans des branches de plus en plus improbables, n'expérimente pas l'alternative. Il ne sait pas que dans l'écrasante majorité des branches, il est mort depuis longtemps. Il sait seulement qu'il est vivant, impossiblement, inexplicablement, contre toute attente rationnelle. C'est le côté sombre de l'immortalité quantique. Et il va de pire en pire. Parce que la survie n'est pas la même chose que la santé. Les branches où tu survis contre de longues probabilités ne sont pas nécessairement les branches où tu prospères. Ce sont les branches où quelque chose, n'importe quoi, a empêché ta mort. Ça pourrait signifier la survie dans un coma, la survie avec des dommages cérébraux graves, la survie dans une douleur constante, la survie comme une conscience piégée dans un corps défaillant, incapable de mourir, incapable de récupérer, suspendu dans un crépuscule interminable de probabilités décroissantes. Les mathématiques ne se soucient pas de ta qualité de vie. Imagine que tu as 80 ans. Ton corps est en train de lâcher. Ton cœur est faible. Tes poumons sont marqués. Tes reins peinent. Dans le monde ordinaire, la mort viendrait bientôt. 1 an, peut-être 2. Et puis le repos. La fin de la douleur, la conclusion d'une longue vie. Mais dans le multivers ramifié, il n'y a pas de repos. Il y a toujours une branche où tu survis. Peut-être que ton cœur ne lâche pas tout à fait. Peut-être que l'infection répond à un antibiotique de plus. Peut-être que le caillot sanguin se dissout à la dernière seconde. Improbable, oui. Mais les événements improbables se produisent dans certaines branches, et tu ne peux expérimenter que les branches où tu persistes. Alors tu atteins 81, 82, 85, 90 ans. Ton corps se détériore, ton esprit décline. Mais toujours, dans une branche mince, quelque chose te sauve. Un nouveau traitement, une mutation chanceuse, une fluctuation quantique au bon endroit. Tu continues, non pas parce que tu le veux, mais parce que l'alternative est une branche que tu ne peux pas expérimenter. À 100 ans, tu es une merveille médicale dans ta branche. Les médecins ne peuvent pas expliquer comment tu as survécu aussi longtemps. Chaque système est en train de lâcher. Chaque jour apporte une nouvelle douleur. Tu pries pour la mort, et la mort ne vient pas. Elle ne peut pas venir, pas de ta perspective, parce que les branches où elle vient sont des branches où tu n'es pas. Tu as regardé tous ceux que tu as jamais aimé mourir. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, tous partis dans ta branche. Tu as noué de nouvelles connexions, construit de nouvelles relations, seulement pour les voir se terminer, tandis que les gens qui comptent pour toi vieillissent, défaillent, et sortent de manière que tu ne peux pas suivre. Tu es seul,
le survivant unique d'une longue lignée de pertes. Immortel dans le sens le plus cruel possible. Elle se soucie seulement de savoir si ta conscience continue. Et la conscience peut continuer dans des conditions qui rendent la mort miséricordieuse par comparaison. C'est les mathématiques sombres de l'infini. Étant donné assez de branches, tout ce qui peut arriver arrivera, y compris des survies que tu ne choisirais jamais, y compris des prolongations de souffrance qui semblent pires que n'importe quelle fin, y compris une forme d'immortalité qui n'est pas une bénédiction mais une prison, où les portes continuent de se fermer derrière toi et les couloirs continuent de rétrécir. L'immortalité quantique dit que tu ne peux pas mourir, mais elle ne dit pas que tu vivras bien. Et cette différence, le gouffre entre la simple survie et l'existence significative, est l'endroit où la véritable horreur du multivers commence à se révéler. Tu es peut-être déjà dans les stades tardifs. Considère l'argument de la probabilité. À chaque moment de ta vie, tu avais une certaine probabilité de mourir. Si l'immortalité quantique est réelle, tu as survécu à tous ces moments dans cette branche. Plus tu es avancé dans la vie, plus ton existence continue est improbable, plus tu as été sélectionné par le filtre de l'accessibilité expérientielle. Un enfant a survécu à moins de filtres qu'un adulte. Un adulte a survécu à moins qu'un vieillard. Un vieillard a survécu à moins qu'un centenaire. Tu es sur un chemin. Le chemin ne va que dans une direction, et le chemin ne finit jamais. L'expérience de pensée est simple. Les implications ne le sont pas. Tu es assis dans une pièce. Devant toi, un appareil. L'appareil contient un détecteur de particules, un générateur quantique de nombres aléatoires et un pistolet dirigé vers ta tête. Le système fonctionne comme suit. Toutes les 10 secondes, le détecteur mesure le spin d'un électron. Spin haut, le pistolet ne tire pas. Spin bas, le pistolet tire instantanément, te tuant avant que tu puisses enregistrer ce qui s'est passé. La mécanique quantique dit que l'électron a 50% de chance de spin haut et 50% de chance de spin bas. Le résultat est véritablement aléatoire, non déterminé par une variable cachée, non prévisible par une théorie. Dans l'interprétation de Copenhague, la mesure effondre la fonction d'onde. L'électron devient définitivement spin haut ou spin bas. Tu vis ou tu meurs. Pile ou face, espère le meilleur. Dans l'interprétation des mondes multiples, la mesure n'effondre rien. L'univers se divise. Une branche est spin haut, tu survis. Une autre branche est spin bas, tu meurs. Les deux branches sont également réelles. Les deux résultats se produisent réellement. Et voici l'insight crucial. Toi, l'observateur conscient, ne peut expérimenter que la branche où tu survis. La version de toi dans la branche spin bas est morte. Les morts n'expérimentent rien. Ils ne remarquent pas de résultat. Ils ne se demandent pas ce qui s'est passé. Ils s'arrêtent simplement. Alors, de ton point de vue subjectif, le pistolet ne tire jamais. Tu passes 10 secondes de tension. Le détecteur clique. Le pistolet ne part pas, tu respires. 10 secondes de plus passent. Un autre clique. Pas de coup de feu. Encore et encore, la mesure se produit. Et à chaque fois, tu te retrouves vivant. Après 100 mesures, tu es toujours vivant. La probabilité de ça dans un univers unique serait d'1 sur 2 puissance 100, un nombre si petit qu'il pourrait aussi bien être 0. Mais dans l'interprétation des mondes multiples, ce n'est pas de la chance, c'est de la sélection. Les branches où tu es mort ont été élaguées de ton expérience. Seules les branches de survie restent accessibles à ta conscience. Certaines personnes qui lisent à propos de l'immortalité quantique ressentent une étrange tentation. Si la théorie est correcte, elles ne peuvent pas mourir. Elles pourraient prendre des risques énormes et toujours survivre. Elles pourraient marcher dans le trafic, jouer à la roulette russe, sauter des immeubles et se réveiller chaque fois dans la branche où quelque chose les a sauvées. Cette tentation devrait être résistée. Même si l'immortalité quantique est réelle, elle n'offre aucune protection contre la souffrance. Les branches où tu survis pourraient être des branches où tu survis dans l'agonie. Paralysé, cerveau endommagé, brûlé, brisé, vivant seulement dans le sens technique que tes neurones tirent encore. Le pistolet pourrait ne pas te tuer, mais il pourrait prendre tes yeux. La chute pourrait ne pas te finir, mais elle pourrait briser ta colonne vertébrale. Et pour tous ceux qui t'aiment, dans leurs branches, tu serais simplement mort. Ils te pleureraient, ils t'enterreraient.
Il ne saurait pas que quelque part, dans une tranche impossiblement mince de la fonction d'onde, une version de toi persiste. Ton immortalité quantique ne leur apporterait aucun réconfort du tout. Le pistolet qui ne tire jamais est un paradoxe enveloppé dans un avertissement. La logique est solide. Les mathématiques sont propres. Mais la réalité est plus étrange et plus sombre que n'importe quel simple énoncé de survie ne le suggère. Maintenant, éloignons-nous un instant de la mécanique quantique et rapprochons-nous de la biologie. Parce que si l'immortalité quantique est un cadre théorique pour ce qui arrive à la conscience à la mort, il y a une autre question tout aussi dérangeante. Que fait le cerveau lui-même au moment où il meurt? Pendant des décennies, la réponse standard était simple. Le cœur s'arrête, le cerveau s'éteint, l'écran devient noir. Un interrupteur. Allumé puis éteint. Mais la science raconte une histoire très différente. En 2023, la neuroscientifique Jimo Borjigin de l'Université du Michigan a publié une étude qui a secoué le domaine. Son équipe avait surveillé 4 patients en arrêt cardiaque par électroencéphalogramme continu. C'étaient des patients comateux sans chance de récupération. Leur famille avait accepté de retirer le support vital. Les casques EEG avaient été placés avant que les ventilateurs ne soient coupés. 2 des 4 patients ont montré des sursauts massifs d'ondes gamma dans les moments après le retrait du ventilateur. L'activité était concentrée dans une région spécifique du cerveau, la jonction temporo-pariéto-occipitale. Cette zone se trouve à l'arrière du cerveau, là où le lobe temporal, le lobe pariétal et le lobe occipital convergent. C'est l'une des régions les plus importantes dans les neurosciences de la conscience. C'est là que le cerveau intègre l'information sensorielle en une expérience unifiée. C'est la région qui s'active pendant les expériences de sortie du corps. Elle s'active pendant les rêves vifs. Et elle s'est embrasée comme un orage dans ces cerveaux mourants. La connectivité gamma n'était pas juste locale. Elle s'étendait à travers les hémisphères, liant l'arrière du cerveau au cortex préfrontal à l'avant, la région responsable de la pensée de haut niveau, de la prise de décision et de la conscience de soi. Le cerveau mourant ne tirait pas au hasard. Il communiquait avec lui-même. Les régions qui gèrent la perception parlaient aux régions qui gèrent la signification. George Mashour, le directeur fondateur du Michigan Center for Consciousness Science et co-auteur de l'étude, l'a décrit comme un paradoxe neuroscientifique. Comment une expérience vive peut-elle émerger d'un cerveau qui s'éteint? Et voici le détail qui rend tout cela véritablement inquiétant. Les sursauts gamma continuaient après que le cœur s'était arrêté. Le cœur ne pompait plus de sang. L'oxygène n'atteignait plus le cerveau. Et pourtant, le cerveau était plus actif électriquement qu'il ne l'avait été dans les minutes précédant la mort. Comme si la perte d'oxygène elle-même était le déclencheur. Comme si le cerveau, sentant la fin, avait répondu non pas par le silence, mais par une symphonie finale et désespérée d'activité. Borjigin travaillait sur cette question depuis 2013, quand son laboratoire avait découvert des sursauts d'activité gamma dans les cerveaux de rats mourants. Les résultats humains confirmaient le schéma. Le cerveau mourant ne se couche pas tranquillement. Il se bat, il sursaute. Il active les régions mêmes associées à la conscience, à la mémoire, à l'expérience d'être vivant. Et il fait ça au moment exact où, selon tout ce que nous pensions savoir, il ne devrait rien faire du tout. Sam Parnia, l'un des principaux chercheurs mondiaux sur la mort et la réanimation au NYU Langone Health, a soutenu que le processus de la mort est réversible bien plus longtemps que nous ne l'avons jamais supposé. Ces recherches suggèrent qu'une activité cérébrale significative peut persister jusqu'à 1 heure après l'arrêt du cœur, peut-être même plus longtemps. Pense à ce que ça signifie. L'instant où nous prononçons quelqu'un parti, son cerveau est peut-être encore actif, encore en train de traiter, encore en train d'expérimenter quelque chose en un certain sens. Et il y a une molécule qui pourrait expliquer ce que le cerveau expérimente dans ces derniers instants. Une molécule si puissante qu'une seule dose peut dissoudre entièrement ton sens du soi. Une molécule qui produit des expériences presque identiques à ce que les survivants d'expériences de mort imminente décrivent. Une molécule que, selon une étude de 2019, ton cerveau est déjà en train de fabriquer. Elle s'appelle la diméthyltryptamine, le DMT. En 1990, un psychiatre clinicien nommé Rick Strassman
à l'Université du Nouveau-Mexique, a reçu quelque chose qu'aucun chercheur aux États-Unis n'avait obtenu depuis plus de 20 ans, l'autorisation fédérale d'administrer un puissant psychédélique à des volontaires humains. Et ce que ces sujets ont rapporté au cours des 5 années suivantes allait remodeler la conversation sur la conscience, la mort et la frontière entre la science et le sacré. Sous sa forme pure, injecté par voie intraveineuse, le DMT agit en quelques secondes. L'expérience dure environ 15 à 20 minutes. Et dans ces minutes, les volontaires dans les études de Strassman décrivaient des choses qui ressemblaient moins à un trip qu'à un voyage dans une autre dimension. La dissolution complète de leur sens du soi. Le mouvement à travers des tunnels de lumière à une vitesse impossible. La rencontre avec des êtres, des entités, des présences qui semblaient plus réelles que le monde éveillé. Des sentiments accablants d'amour, de connaissance, d'unité avec quelque chose de vaste et d'incompréhensible. Strassman a proposé que la glande pinéale, une structure minuscule au centre du cerveau que le philosophe René Descartes avait autrefois appelé le siège de l'âme, pourrait produire et libérer du DMT à 3 moments critiques. À la naissance, pendant le rêve et au moment de la mort. L'idée a capturé l'imagination de millions de personnes. Elle a aussi attiré de lourdes critiques de la communauté scientifique. Et puis en 2019, une étude a changé le paysage. Une équipe dirigée par John Dean à l'Université du Michigan, travaillant sous la direction de Jimo Borjigin, a mené une investigation dans Scientific Reports, une revue du portefeuille Nature. Ce qu'ils ont trouvé était stupéfiant. D'abord, ils ont découvert que le gène de l'indoléthylamine N-méthyltransférase, l'enzyme clé requise pour synthétiser le DMT, est exprimé non seulement dans la glande pinéale, mais à travers de multiples régions du cerveau. Ils l'ont trouvé dans le cortex cérébral des rats et des humains. Deuxièmement, ils ont mesuré les concentrations réelles de DMT dans les cerveaux de rats vivants par microdialyse. Les niveaux qu'ils ont trouvés étaient comparables à ceux de la sérotonine et de la dopamine, deux des neurotransmetteurs les plus importants du cerveau. Le DMT n'était pas un sous-produit à l'état de trace. Il était présent à des concentrations neurologiquement pertinentes. Troisièmement, et c'est la découverte qui compte le plus pour notre histoire, ils ont provoqué un arrêt cardiaque chez les rats. Et quand ils l'ont fait, les niveaux de DMT dans le cortex visuel ont grimpé en flèche. Le cerveau, en commençant à mourir, produisait plus de DMT. Et voici le détail qui a brisé l'hypothèse de la glande pinéale telle qu'elle avait été originellement conçue. Certains des rats avaient déjà eu leur glande pinéale chirurgicalement retirée. Le pic de DMT s'est quand même produit. Le cerveau lui-même, pas seulement la glande pinéale, produisait et libérait du DMT pendant l'arrêt cardiaque. En 2018, une équipe dirigée par Christopher Timmerman à l'Imperial College de Londres avait administré du DMT intraveineux à des volontaires sains, puis leur avait fait remplir un questionnaire standardisé d'expérience de mort imminente, la même échelle utilisée pour évaluer les récits de survivants d'arrêt cardiaque. Les résultats ont été publiés dans Frontiers in Psychology. Le chevauchement était extraordinaire. Les sujets ayant reçu du DMT rapportaient des expériences qui correspondaient presque identiquement à l'échelle d'expérience de mort imminente. Dissolution de l'ego, tunnel de lumière, rencontre avec des entités, sentiment de transcendance, sentiment de paix profonde et d'amour, revue de vie, sentiment de traverser un seuil. Point par point, l'expérience DMT et l'expérience de mort imminente étaient structurellement identiques. Si le cerveau est aussi actif pendant la mort, et s'il se baigne dans une molécule qui produit des expériences structurellement identiques aux expériences de mort imminente, alors la question suivante est inévitable. Que voient les gens qui reviennent? En 2014, une étude a été publiée dans la revue Ressuscitation qui représentait la plus grande investigation scientifique de la mort jamais menée. Elle s'appelait l'étude AWARE, Awareness During Resuscitation. Elle était dirigée par Sam Parnia et couvrait 15 hôpitaux au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Autriche. Sur 4 ans, l'équipe de recherche a suivi 260 patients ayant subi un arrêt cardiaque. Leurs cœurs se sont arrêtés. Ils étaient cliniquement morts. Et puis certains d'entre eux sont revenus. Des survivants qui ont pu être interviewés, 39%, ont décrit une perception de conscience
pendant la période où ils étaient cliniquement morts. Pas des sensations vagues, pas des fragments confus, des expériences structurées et significatives que beaucoup ont décrites comme plus réelles que la vie éveillée. Un patient en particulier a attiré l'attention de l'équipe de recherche. C'était un homme de 57 ans dont le cœur s'était arrêté pendant 3 minutes dans un hôpital au Royaume-Uni. Pendant ces 3 minutes, il n'avait pas de battement de cœur. Aucun sang ne circulait. Selon les neurosciences standards, son cerveau aurait dû cesser de fonctionner dans les 20 à 30 secondes suivant l'arrêt du cœur. Et pourtant, quand il a été réanimé, il a décrit les événements qui s'étaient produits dans la salle pendant ces 3 minutes. Il a décrit les actions du personnel médical. Il a décrit les sons des machines. Il a décrit des détails spécifiques qui ont été ultérieurement vérifiés par les infirmières et les médecins. Puis est venu Hour 2. Publié en 2023. 25 hôpitaux, 567 patients en arrêt cardiaque. Et pour la première fois, 85 de ces patients étaient surveillés par EEG continu pendant la réanimation cardio-pulmonaire. Des ondes cérébrales incluant delta, θ et alpha, des types d'activités électriques associées à divers états de conscience, ont été détectées jusqu'à 60 minutes après la déclaration de mort clinique. À travers des milliers de récits de survivants d'arrêt cardiaque, de victimes de noyades, de personnes ayant frôlé la mort, un ensemble de thèmes remarquablement cohérents émerge. Séparation du corps, les survivants décrivent flotter au-dessus d'eux-mêmes, regardant en bas leur propre corps. Un tunnel ou un passage de lumière. Des rencontres avec des proches décédés ou des figures qu'ils interprètent comme des êtres spirituels. La revue de vie, un replay panoramique de la vie entière de la personne, expérimentée non pas séquentiellement mais simultanément, avec le poids émotionnel complet. Et une frontière, une bordure, une ligne, une rivière, une porte au-delà de laquelle il n'y a pas de retour. Et voici le détail que de multiples survivants, à travers les 2 études Hour, décrivent de façon cohérente. Ils ne se contentent pas de se souvenir de leur vie. Ils la revivent. Et pas seulement de leur propre perspective. Ils décrivent expérimenter l'impact émotionnel de leurs actions sur les autres, ressentir ce que les autres ont ressenti, voir leur propre vie à travers les yeux de tous ceux qu'ils ont affectés. Parnia a été direct sur les implications. Il a dit que ces expériences lucides ne peuvent pas être considérées comme un tour d'un cerveau désordonné ou mourant, mais plutôt comme une expérience humaine unique qui émerge au seuil de la mort. L'explication sceptique est directe. Le cerveau meurt. Il est privé d'oxygène. Il est inondé de neurochimiques. Et dans sa détresse finale, il génère une hallucination. Vivide, réconfortante, conçue par l'évolution pour faciliter le processus de la mort. Le tunnel de lumière est simplement le cortex visuel qui dysfonctionne quand le flux sanguin chute. Le sens de paix est un sursaut d'endorphine. Cette explication est plausible. Certaines parties sont presque certainement correctes. Mais elle a un problème. Elle ne peut pas facilement rendre compte des perceptions vérifiées. Les patients qui rapportent des détails spécifiques d'événements qui se sont produits pendant que leur cerveau était à plat. Et il y a un phénomène encore plus troublant. Un phénomène qui ébranle la confiance des neuroscientifiques qui pensaient comprendre comment le cerveau fonctionne. Une femme de plus de 90 ans vivait avec la maladie d'Alzheimer depuis 9 ans. Elle n'avait pas reconnu son fils depuis des années. Elle ne pouvait pas dire où elle était. Elle ne pouvait pas former une phrase complète. Et puis, 24 heures avant sa mort, elle s'est réveillée. Elle a reconnu sa famille. Elle connaissait leur nom. Elle connaissait son propre âge. Elle a tenu une conversation. Elle était présente d'une façon qu'elle ne l'avait pas été depuis près d'une décennie. Et puis le lendemain matin, elle était partie. Ce n'est pas un conte de fées. C'est un cas documenté cité dans la littérature médicale, et il n'est pas unique. C'est l'un de centaines, possiblement milliers de cas similaires rapportés par des familles et des soignants à travers le monde. Le phénomène s'appelle la lucidité terminale. Le terme a été inventé en 2009 par le biologiste Michael Nahm et le psychiatre Bruce Greyson. Et il représente l'un des mystères les plus déconcertants des neurosciences modernes. Voici pourquoi ça importe et pourquoi ça terrifie les neuroscientifiques. Le modèle dominant de la conscience en neuroscience est direct.
Tes souvenirs, ta personnalité, ton sens du soi, tout cela est stocké dans la structure physique du cerveau. C'est encodé dans les connexions neuronales, dans les synapses entre environ 86 milliards de neurones. Quand ces connexions sont détruites, les fonctions qu'elles supportent sont détruites aussi, de façon permanente, irréversible. La maladie d'Alzheimer détruit le cerveau systématiquement. Dans l'Alzheimer avancé, l'hippocampe, le centre de la mémoire, est dévasté. Le cortex est criblé de dommages. Les scans cérébraux montrent une perte massive de tissu. Le cerveau a physiquement rétréci. Les structures qui stockaient des décennies de souvenirs ne sont pas simplement endommagées. Dans beaucoup de cas, elles sont parties. Et pourtant, la lucidité terminale se produit. Des personnes avec des cerveaux ravagés par des décennies de maladies neurodégénératives fonctionnent soudainement comme si les dommages n'existaient pas. Elles accèdent à des souvenirs qui auraient dû être détruits. Elles démontrent des capacités cognitives qui auraient dû être perdues de façon permanente. Et puis elles meurent. Comment? Personne ne sait. Mais il y a une hypothèse qui connecte cette observation à ce que nous avons déjà discuté. Si le cerveau mourant subit une désinhibition, retirant ses systèmes de freinage naturels, il est possible que ce même mécanisme puisse temporairement restaurer l'accès à des souvenirs et des fonctions cognitives qui avaient été supprimés, mais pas entièrement détruits par la pathologie Alzheimer. La maladie verrouille la porte. Le processus de la mort pourrait brièvement la faire sauter. Et ça nous ramène au DMT. Si le cerveau mourant libère un sursaut de DMT endogène, comme l'étude de Dean en 2019 l'a montré chez les rats, ce sursaut pourrait-il temporairement restaurer la connectivité dans un cerveau dévasté par l'Alzheimer? Le DMT interagit avec les récepteurs sigma-1 qui sont impliqués dans la neuroprotection et la neuroplasticité. Il pourrait avoir la capacité de stimuler la formation de nouvelles connexions neuronales, même dans du tissu endommagé. C'est spéculatif. C'est non prouvé. Mais les pièces s'emboîtent d'une façon qui exige l'attention. Le cerveau mourant sursaute d'activité gamma. Le cerveau mourant libère du DMT. Et le cerveau mourant restaure parfois les fonctions cognitives chez des personnes qui ne devraient plus en avoir. Et si un cerveau ravagé par des décennies de maladies peut soudainement fonctionner parfaitement quelques minutes avant la mort, que nous dit cela sur l'endroit où la conscience réside réellement? 4000 ans avant que quiconque mesure des ondes gamma ou isole du DMT, des civilisations entières construisaient déjà des cartes de ce qui se passe après la mort. Et la chose la plus dérangeante à propos de ces cartes est à quel point elles se ressemblent. En Égypte ancienne, quand le mort atteignait enfin la salle de Maat, il se tenait devant le plus grand tribunal de la mythologie égyptienne. Osiris, le dieu des morts, siégeait sur son trône. 42 juges divins bordaient les murs. Anubis, le dieu à tête de chacal, se tenait à côté d'une balance dorée. Il plaçait le cœur du mort d'un côté. De l'autre, il plaçait la plume blanche de Maat, la plume de la vérité. Si le cœur était plus léger que la plume, si la personne avait vécu une vie de vérité et d'équilibre suffisant, la balance penchait en sa faveur. Si le cœur était plus lourd, la créature Hamout, mi-crocodile, mi-lion, mi-hippopotame, le dévorait. Dans les montagnes du Tibet, le Bardo Thodol, le livre des morts tibétains, décrit la mort comme un voyage non pas à travers un monde souterrain physique, mais à travers le paysage de ton propre esprit. Tout ce que tu vois après la mort, chaque dieu, chaque démon, chaque lumière et chaque ombre, est une projection de ta propre conscience. Si tu le reconnais, tu es libre. Les Nordiques imaginaient Valhalla, une grande salle où les guerriers morts festoyaient et se battaient éternellement en préparation de Ragnarok. Les Grecs construisaient une bureaucratie souterraine où 3 juges, Minos, Rhadamante et Éaque, évaluaient ta vie et t'assignaient à l'Élysée, au champ d'Asphodèle ou au Tartare. Les Aztèques décrivaient un voyage de 4 ans à travers 9 niveaux du monde souterrain pour atteindre Mictlan. Les traditions aborigènes australiennes parlent de l'esprit retournant au dreaming, la dimension créative éternelle. Et à travers toutes ces traditions, malgré les vastes différences de culture, de géographie, de langue et d'époque, certains motifs reviennent avec une cohérence troublante. Un voyage ou un passage, une rivière, un pont, un tunnel, un passage d'un royaume à un autre, des guides,
Anubis en Égypte, Hermès en Grèce, les Valkyries en Scandinavie, Yama dans la tradition hindoue, des êtres dont le rôle est d'escorter les morts vers leur destination. Un jugement moral ou une évaluation, la pesée du cœur, la revue de vie, l'évaluation karmique. De multiples destinations possibles, paradis ou annihilation. Et l'importance de rites funéraires appropriés. Ces motifs précèdent le contact entre les cultures. Les Aztèques n'ont jamais rencontré les Égyptiens. Les aborigènes australiens n'ont jamais rencontré les Grecs. Les Nordiques n'ont jamais rencontré les Hindous. Et pourtant, ils sont tous arrivés à la même architecture de base pour l'au-delà. Pourquoi? Il y a deux explications possibles. La première est neurologique. Si le cerveau mourant génère un ensemble cohérent d'expériences, comme les études sur les ondes gamma et la recherche sur les expériences de mort imminente le suggèrent, alors chaque culture encode simplement le même événement biologique dans un langage symbolique différent. Le tunnel est universel parce que le nerf optique dysfonctionne de la même façon dans chaque cerveau humain. La revue de vie est universelle parce que l'hippocampe s'active de la même façon dans chaque cortex mourant. Les êtres de lumière sont universels parce que les sursauts gamma dans la jonction temporo-pariéto-occipitale produisent les mêmes phénomènes quel que soit le dieu que tu vénères. La deuxième explication est qu'ils décrivent tous quelque chose qui est véritablement là. Quelque chose qui existe au-delà du cerveau, au-delà de la culture, au-delà de la biologie. Quelque chose que chaque civilisation humaine a entrevu au seuil de la mort et a essayé de cartographier dans le mythe, le rituel et l'architecture sacrée aussi longtemps que notre espèce a été consciente de sa propre mortalité. Maintenant, rappelle-toi l'immortalité quantique. Rappelle-toi que dans le multivers, tu ne meurs jamais de ton point de vue subjectif. Tu te retrouves toujours dans la branche de survie. Et rappelle-toi que le cerveau semble exploser d'activité au seuil de la mort, baigné dans une molécule qui produit des visions structurées et des expériences plus réelles que la réalité. Que se passe-t-il si ces deux phénomènes se croisent? Si tu ne meurs jamais subjectivement, et si ton cerveau produit à chaque quasi-mort un sursaut de DMT et d'ondes gamma, alors chaque frôlement avec la mort est accompagné d'une expérience. Le tunnel, la lumière, la revue de vie, la frontière. Et puis tu te retrouves en train de te réveiller dans la branche de survie, sans te souvenir de ce que tu as vu. Les versions mortes ne reviennent pas non plus. Seule la version survivante continue. Et elle se demande, vaguement, pourquoi elle se sent si étrange aujourd'hui. Supposons maintenant que l'immortalité quantique fonctionne exactement comme décrit. Supposons que les mondes multiples sont réels, que la conscience ne peut persister que dans les branches de survie, et que tu te retrouveras toujours vivant. Supposons tout cela. Le problème suivant est le plus profond de tous, et il n'a rien à voir avec la physique quantique. Il a à voir avec la nature de la conscience elle-même. En 1995, un philosophe nommé David Chalmers s'est tenu devant une salle pleine de scientifiques et a posé une question à laquelle aucun d'entre eux ne pouvait répondre. Il l'a appelé le problème difficile de la conscience. Et 3 décennies plus tard, il reste non résolu. La question est simple. Pourquoi l'expérience subjective existe-t-elle? Nous pouvons cartographier le cerveau jusqu'aux neurones individuels. Nous pouvons suivre les signaux électriques à travers le cortex en temps réel. Nous pouvons identifier quelles régions s'activent quand tu vois du rouge, goûtes du chocolat, entends de la musique ou ressens du chagrin. Nous pouvons décrire les mécanismes de la conscience avec une précision extraordinaire. Mais nous ne pouvons pas expliquer la seule chose qui compte le plus. Pourquoi y a-t-il quelque chose que c'est que d'être toi? Quand la lumière frappe ta rétine, des cellules photoréceptrices la convertissent en signaux électriques. Ces signaux voyagent à travers le nerf optique jusqu'au cortex visuel, où ils sont traités à travers une hiérarchie de circuits neuronaux qui extrait les bords, les couleurs, le mouvement et la profondeur. Nous pouvons décrire chaque étape de ce processus. Mais rien de tout ça n'explique pourquoi tu expérimentes la couleur rouge. Pourquoi il y a un sentiment qualitatif et subjectif associé au fait de la voir. Pourquoi tu ne traites pas simplement la lumière de la façon dont un appareil photo le fait, enregistrant la longueur d'onde sans rien expérimenter du tout? La vision matérialiste dominante en neurosciences dit que la conscience est produite par le cerveau,
que c'est un produit de l'activité neuronale. Quand les neurones tirent dans certains motifs, la conscience émerge de la même façon que la mouillure émerge des molécules d'eau. Francis Crick, le co-découvreur de la structure de l'ADN, l'a dit brutalement en 1994. « Tu n'es rien d'autre qu'un paquet de neurones. » C'est un cadre puissant. Il est soutenu par d'énormes quantités de preuves. Les blessures cérébrales changent la personnalité. Les drogues altèrent la conscience. Des régions cérébrales spécifiques sont de façon fiable associées à des fonctions mentales spécifiques. La corrélation entre la structure cérébrale et la fonction mentale est si consistante que la plupart des neuroscientifiques considèrent l'affaire classée. Mais il y a un problème, et le problème grandit depuis des décennies. Malgré plus d'un siècle de neurosciences, malgré la technologie d'imagerie cérébrale, malgré la cartographie du génome humain entier, personne n'a produit une théorie de la conscience qui explique comment l'expérience subjective émerge de processus physiques. La corrélation entre activité cérébrale et expérience consciente est au-delà du doute. Mais corrélation n'est pas causation. Et le fossé explicatif entre l'activité neuronale et l'expérience subjective reste aussi large qu'il l'était quand Chalmers l'a nommé. Ce n'est pas une préoccupation marginale. Christophe Koch, l'ancien chef scientifique de l'Allen Institute for Brain Science, a décrit le problème comme la question fondamentale, non résolue, la plus importante de toute la science. Nous en savons plus sur la physique des trous noirs que sur la nature de l'expérience que tu as en ce moment même en lisant ces mots. Et dans ce fossé, une idée très ancienne est en train de réapparaître, non pas venant de mystiques ou de philosophes, mais des marges de la science traditionnelle. L'idée que le cerveau ne génère pas la conscience. Il la reçoit. L'hypothèse du cerveau récepteur n'est pas nouvelle. William James, le père de la psychologie américaine, en a proposé une version en 1898. Il a soutenu que le cerveau pourrait transmettre la conscience de la même façon qu'un prisme transmet la lumière. Le prisme façonne la lumière, il la filtre, il la décompose en couleurs. Mais le prisme ne crée pas la lumière. La lumière existe indépendamment. Détruit le prisme et la lumière n'est pas détruite. Elle passe simplement à travers sans être filtrée. Aldous Huxley a développé cette idée dans les années 1950. Il a proposé que le cerveau fonctionne comme une valve de réduction, filtrant la totalité accablante de la conscience en un filet gérable qui nous permet de survivre dans le monde physique. Les drogues psychédéliques, il a suggéré, ouvrent temporairement la valve, permettant à plus du signal de passer. Et la mort, il a spéculé, retire la valve entièrement. Cette hypothèse reste une vue minoritaire en neurosciences. La plupart des chercheurs la considèrent infalsifiable et donc non scientifique. Mais elle n'a jamais été réfutée. Et certaines observations, des observations que nous avons déjà discutées dans cette vidéo, sont très difficiles à expliquer sous le modèle matérialiste standard. La lucidité terminale, un cerveau détruit par des décennies d'Alzheimer produisant soudainement une cognition parfaite. Si la conscience est générée par des circuits neuronaux et que ces circuits sont physiquement détruits, comment l'esprit revient-il? Les perceptions vérifiées de mort imminente. Des patients décrivant avec précision des événements qui se sont produits pendant que leur cerveau était à plat. Si la conscience requiert un cerveau fonctionnel, comment ont-ils acquis des informations quand le cerveau ne fonctionnait pas? La lucidité terminale, les expériences de mort imminente vérifiées, le fait que le cerveau soit plus actif pendant la mort que pendant les minutes qui la précèdent, aucune de ces observations ne prouve l'hypothèse du récepteur. Aucune ne réfute le matérialisme, mais elle crée des fissures. Et à travers ces fissures, des questions s'infiltrent. Si la conscience est générée par le cerveau, alors la mort est l'annihilation. Le générateur est détruit. L'électricité s'arrête. Les lumières s'éteignent. Rien ne reste. Si la conscience est reçue ou filtrée par le cerveau, alors la mort est la destruction du récepteur, pas du signal. La radio casse. La musique ne s'arrête pas. Elle n'est simplement plus traduite dans une forme que nous pouvons entendre. Aucune des deux positions n'a été scientifiquement prouvée. La position matérialiste est une supposition soutenue par la corrélation, pas un mécanisme démontré. La position du récepteur est une hypothèse soutenue par des anomalies, pas un mécanisme démontré.
Nous ne savons pas laquelle est vraie. Et un physicien lauréat du prix Nobel a cru que la réponse pourrait se trouver dans un endroit auquel personne n'avait pensé à regarder. À l'intérieur des plus petites structures des cellules qui composent ton cerveau. Dans les vibrations quantiques de tubes protéiques, si minuscules qu'ils existent à la frontière entre la physique classique et le monde probabiliste étrange de la mécanique quantique. Dans les années 1990, Roger Penrose, mathématicien et physicien à l'université d'Oxford, un homme qui remporterait le prix Nobel de physique en 2020 pour ses travaux, prouvant que les trous noirs sont une conséquence nécessaire de la relativité générale, a formé un partenariat improbable avec Stuart Amroff, anesthésiologiste à l'Université de l'Arizona. Ensemble, ils ont proposé une théorie de la conscience qui a choqué le monde scientifique. Ils l'ont appelée la réduction objective orchestrée, ORC-OR. Et à son cœur se trouvait une affirmation que la plupart des neuroscientifiques considéraient comme absurde. La conscience, ont-ils argumenté, n'émerge pas de la complexité computationnelle des réseaux neuronaux. Elle provient de processus quantiques se produisant à l'intérieur de structures minuscules dans les neurones appelés microtubules. Les microtubules sont des cylindres protéiques creux trouvés dans pratiquement chaque cellule de ton corps. Pendant des décennies, on les considérait comme purement structurels. Mais Ameroff avait remarqué quelque chose. Quand tu passes sous anesthésie générale, tu perds conscience. Les molécules anesthésiques ne ferment pas ton cerveau. Tes neurones continuent de tirer. Ton tronc cérébral continue de faire battre ton cœur. Mais la conscience disparaît. Et beaucoup d'agents anesthésiques, Amroff l'avait observé, se lient spécifiquement aux microtubules. Penrose apportait la physique. Il avait proposé que l'effondrement quantique, la réduction de multiples possibilités à une seule réalité, n'est pas causée par l'observation seule. C'est un processus physique objectif lié à la courbure de l'espace-temps à des échelles quantiques. Il a appelé ça la réduction objective. Combine les microtubules de Amroff avec la physique de Penrose et tu obtiens ORC-OR. La théorie propose que des superpositions quantiques se construisent dans les protéines tubulines des microtubules à l'intérieur des neurones. Quand les superpositions atteignent un seuil critique déterminé par la gravité quantique, elles s'effondrent. Et chaque effondrement est un moment d'expérience consciente. Dans ce cadre, la conscience n'est pas quelque chose que le cerveau calcule. C'est quelque chose dans quoi le cerveau se connecte. Chaque moment de conscience est un événement quantique. La conscience n'est pas une propriété émergente de la complexité. C'est une caractéristique fondamentale de l'univers. En 2024, des chercheurs au Wellesley College ont mené une expérience avec des rats. Ils ont administré un médicament appelé épotylone B qui se lie aux microtubules et les stabilise. Les rats qui avaient reçu le médicament ont mis plus d'une minute de plus à perdre conscience sous anesthésie par rapport aux animaux témoins. Si les microtubules étaient purement structurels, les stabiliser ne devrait pas affecter l'anesthésie. Mais c'est ce qui s'est passé. En 2025, Amroff et ses collègues ont publié un article dans Neuroscience of Consciousness présentant ce qu'ils ont décrit comme des preuves expérimentales directes d'effets quantiques dans les microtubules à température ambiante. Voici ce que ça signifie pour la mort. Si la conscience est un phénomène quantique, si elle provient de processus quantiques dans les microtubules, alors l'information qui constitue ton expérience consciente est fondamentalement de nature quantique. Et l'un des principes les plus profonds de la mécanique quantique est que l'information quantique ne peut pas être détruite. Elle peut être transformée. Elle peut être dispersée. Elle peut être brouillée au-delà de tout espoir pratique de récupération. Mais elle ne peut pas être anéantie. Amroff a spéculé ouvertement. Quand une personne meurt, a-t-il dit, l'information quantique dans ces microtubules ne disparaît pas. Elle se dissipe dans l'univers. Si le patient est réanimé, cette information quantique peut refluer dans les microtubules et la personne rapporte une expérience de mort imminente. Si le patient n'est pas réanimé, l'information quantique existe en dehors du corps, peut-être indéfiniment, comme ce que Amroff a appelé une âme. Penrose lui-même est plus prudent. Mais il n'a pas rejeté la possibilité que la conscience ait une relation plus profonde avec l'univers physique que les neurosciences actuelles ne le supposent.
Il y a une couche supplémentaire à la convergence entre les traditions et les neurosciences qui mérite qu'on s'y attarde, parce qu'elle touche à quelque chose que les survivants d'expériences de mort imminente rapportent de façon presque universelle et que la science a longtemps eu du mal à expliquer. C'est le sentiment de réalité. Presque sans exception, les personnes qui reviennent d'une mort clinique ne décrivent pas leurs expériences comme des rêves ou des hallucinations. Elles les décrivent comme plus réelles que la réalité. C'est un détail que les sceptiques ont tendance à écarter d'un revers de main, bien sûr que ça semble réel, le cerveau hallucine. Mais la consistance du rapport est frappante. Ce n'est pas, c'était comme un rêve très vivide. C'est, pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que tout le reste avait été le rêve. Le Bardo Thodol tibétain dit exactement la même chose. La claire lumière qui apparaît au moment de la mort est décrite non pas comme une vision ou une apparition, mais comme la nature fondamentale de la réalité elle-même, la conscience nue, non conditionnée, libre de toute pensée, de toute peur, de toute identité. Pas une lumière que tu vois, la lumière que tu es. Et le biocentrisme de Robert Lanza, le biologiste que Time Magazine a nommé l'une des 100 personnes les plus influentes au monde en 2014, propose un cadre qui rend cette perception cohérente. Lanza a argumenté que la conscience ne produit pas l'univers comme sous-produit. L'univers émerge de la conscience. L'espace et le temps ne sont pas des réalités objectives qui existent indépendamment de l'observation. Ce sont des outils de la perception biologique. Ce sont la façon dont la conscience organise son expérience. Si c'est vrai, alors quand le cerveau meurt et que les filtres de la perception ordinaire tombent, ce que la conscience expérimente n'est pas une hallucination. C'est la réalité non filtrée. La réalité sans le prisme. La musique sans la radio. Et le sentiment de « plus réel que le réel » que les survivants rapportent n'est pas une illusion de grandeur. C'est la perception juste de quelque chose que les filtres biologiques normalement occultent. Einstein lui-même, dans une lettre écrite après la mort de son ami de toute une vie Michel Bessot en 1955, a écrit quelque chose qui résonne avec cette idée. Voilà que Bessot est parti de ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Des gens comme nous qui croyons en la physique, savons que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Einstein n'était pas mystique. Il était précis. Dans le cadre de la relativité, qu'Einstein lui-même avait créée, le temps ne s'écoule pas de la façon dont nous l'expérimentons. Passé, présent et futur existent tous simultanément dans ce que les physiciens appellent l'univers bloc. La mort, dans cette vision, est un événement qui se produit à un point spécifique de l'espace-temps. Mais la personne existe aussi à d'autres points de l'espace-temps. Et du point de vue de la physique, tous ces points sont également réels. Combine l'univers bloc d'Einstein avec les mondes multiples d'Everett et tu obtiens quelque chose de vertigineux. Non seulement ton passé et ton futur existent simultanément, mais toutes les versions possibles de ton passé et de ton futur existent aussi dans des branches parallèles de la fonction d'onde, chacune aussi réelle que les autres. Tu n'es pas une ligne droite à travers le temps. Tu es un arbre qui se ramifie à travers l'espace des possibilités, et chaque branche est également réelle, également vivante, également toi. La mort n'est peut-être pas un mur. C'est peut-être un embranchement de plus dans un arbre qui ne cesse de se diviser. Alors, pose les pièces côte à côte et regarde ce qui se dessine. La mécanique quantique dit que tous les résultats se produisent, que l'univers se divise à chaque mesure, que la conscience ne peut persister que dans les branches de survie. L'immortalité quantique suit logiquement. Tu ne peux pas expérimenter ta propre mort. Tu te retrouves toujours dans la branche où tu as survécu, aussi improbable soit-elle. Les neurosciences de la mort disent que le cerveau ne s'éteint pas quand le cœur s'arrête. Il sursaute. Il produit du DMT. Il s'embrase d'ondes gamma dans les régions mêmes associées à la conscience, à la mémoire, à l'intégration de l'expérience. Les personnes réanimées rapportent des expériences structurées et vérifiables pendant la période de mort clinique. La lucidité terminale dit que même un cerveau détruit par des décennies de maladies neurodégénératives peut soudainement fonctionner parfaitement quelques heures avant la mort, comme si la conscience avait un moyen de contourner les dommages physiques. Les traditions anciennes, séparées par des millénaires et des continents, décrivent toute la même architecture de base, pour l'au-delà,
Un voyage, un guide, un jugement moral, une frontière. Et la physique quantique de la conscience, aussi spéculative qu'elle soit, suggère que l'information qui constitue ton expérience consciente pourrait être de nature fondamentalement quantique, et donc fondamentalement indestructible. Chacune de ces pièces, prise isolément, peut être expliquée, rejetée ou mise en doute. Les ondes gamma pourraient être du bruit neuronal. Le DMT pourrait ne pas atteindre des concentrations suffisantes. La lucidité terminale pourrait avoir une explication neurologique mundane. Les traditions anciennes pourraient simplement encoder des hallucinations universelles. L'Orche-OR pourrait être fausse, mais prise ensemble, elle dessine un contour. Un contour flou, incertain, impossible à remplir avec certitude, mais un contour quand même. Le contour de quelque chose que la science ne peut pas encore nommer, mais que 4000 ans de traditions humaines ont essayé de nommer, chacune à sa manière. Rappelle-toi la question avec laquelle nous avons commencé cette nuit. Et si tu étais déjà mort? Si l'immortalité quantique est réelle, alors la réponse est oui, tu es déjà mort. Des milliers de fois. Dans des branches que tu ne peux pas voir, dans des versions de la réalité qui se sont séparées de la tienne à chaque quasi-catastrophe, à chaque maladie évitée, à chaque accident miraculeusement esquivé. Les versions mortes sont parties. Elles ne se souviennent de rien. Elles ne souffrent de rien. Elles se sont simplement arrêtées. Et toi, la version qui lit ces mots, tu es le survivant. Le produit d'un filtre de sélection invisible qui a élagué des billions de branches mortes pour te laisser ici, dans cette branche particulière, en train de te demander si tout cela est vrai. Les mathématiques disent que tu devrais t'attendre à mourir. L'expérience dit que tu ne peux qu'expérimenter la survie. Et quelque part entre les deux, entre ce que les nombres prédisent et ce que la conscience permet, se cache la vérité sur la mort. Peut-être qu'elle se cache dans les branches que nous ne pouvons pas voir. Peut-être dans les poids que nous ne pouvons pas sentir. Peut-être dans le fossé entre ce que nous attendons et ce que nous observons, la fissure éternelle dans les fondations de la probabilité par laquelle la conscience se glisse. Parlons un instant de ce que nous savons, pas ce que nous croyons, pas ce que nous espérons, pas ce que nous théorisons. Ce que nous savons. La première loi de la thermodynamique stipule que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle ne peut que changer de forme. Ce n'est pas une théorie. C'est l'un des principes les plus fondamentaux et les mieux testés de toute la science. Aucune expérience ne l'a jamais violé. Ton corps est de l'énergie. Chaque cellule, chaque molécule, chaque atome en toi est une forme d'énergie organisée dans un motif spécifique. Le motif, c'est toi. Ton visage, ta voix, tes souvenirs, ta personnalité. Tout ça est de l'information encodée dans l'arrangement d'à peu près 7 octillions d'atomes, un 7 suivi de 27 zéros, tenus ensemble par des liaisons chimiques et des forces électromagnétiques. Quand tu meurs, le motif se dissout, mais les atomes ne disparaissent pas un seul. La première loi l'interdit. Chaque atome qui faisait partie de toi continue d'exister. Il devient simplement partie d'autre chose. Et ces atomes n'ont jamais vraiment été les tiens pour commencer. Chaque atome dans ton corps a été forgé à l'intérieur d'une étoile. L'hydrogène dans l'eau qui compose 60% de ton corps a été créé dans les premières minutes après le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années. Le carbone dans tes muscles, l'azote dans ton ADN, le calcium dans tes os, le fer dans ton sang, tous ces éléments plus lourds ont été produits dans les fournaises nucléaires d'étoiles massives. Des étoiles qui ont brûlé pendant des millions d'années, puis ont explosé en supernovae, dispersant leurs restes élémentaires à travers la galaxie. Quand tu meurs, que ton corps soit enterré, incinéré ou composté, ces atomes réintègrent le cycle. En un an, les atomes qui étaient autrefois toi sont incorporés dans le sol, dans les plantes, dans les insectes, dans les corps d'autres organismes. Un arbre poussant au-dessus d'une tombe est, dans un sens chimique très réel, construit en partie à partir de la personne enterrée en dessous. Un seul corps humain contient assez de carbone, d'azote, de phosphore et d'autres éléments pour soutenir tout un écosystème de prairies. Ta mort nourrit de la vie nouvelle. Pas poétiquement, chimiquement, mesurablement, littéralement. Dans un cadre purement matérialiste, c'est l'au-delà. Pas un endroit où tu vas. Un processus que tu deviens.
la redistribution de ta matière et de ton énergie dans l'histoire continue de la vie sur Terre. Alors voici où je vais te laisser. Nous avons commencé cette nuit par une question. Et si tu étais déjà mort? Et nous avons suivi cette question à travers la mécanique quantique, à travers la neurologie du cerveau mourant, à travers les traditions les plus anciennes de l'humanité, à travers le problème le plus profond de la science moderne. Nous n'avons pas trouvé de réponse définitive. Personne ne l'a. Personne ne la trouvera peut-être jamais. L'expérience qui trancherait la question, le test à la première personne de l'immortalité quantique, est un test dont les résultats ne peuvent pas être partagés. Si tu meurs, tu ne peux pas le rapporter. Si tu survis, d'autres dans ta branche te voient survivre, mais ça ne prouve rien sur les branches où tu es mort. Mais voici ce que nous avons trouvé. Nous avons trouvé que l'univers est plus étrange que quiconque l'avait imaginé. Que la mécanique quantique a été confirmée à une précision extraordinaire. Que les particules existent réellement en superposition. Que les mesures semblent réellement effondrer la fonction d'onde. Que l'observateur semble réellement jouer un rôle spécial. D'une façon, par un mécanisme que nous ne comprenons pas entièrement. Nous avons trouvé que le cerveau ne meurt pas quand le cœur s'arrête, qu'il sursaute d'activité, qu'il se baigne dans une molécule qui produit des expériences identiques aux visions que les mourants rapportent depuis des millénaires. Nous avons trouvé que des cerveaux détruits peuvent soudainement fonctionner, comme si la conscience avait un moyen de contourner la machinerie cassée. Nous avons trouvé que 4000 ans de civilisation humaine, séparées par des océans et des millénaires, ont toutes cartographié la même architecture pour ce qui vient après. Et nous avons trouvé que la question de savoir si la conscience peut survivre à la destruction du cerveau reste, malgré plus d'un siècle de neurosciences, non résolue. Pas parce que la science a échoué, mais parce que le problème est si profond qu'il pourrait être au-delà de ce que la science, dans sa forme actuelle, est équipée pour résoudre. Dans l'une des versions de la réalité, Hugh Everett III s'est réveillé ce matin de juillet 1982. La crise cardiaque était plus légère, ou ne s'est pas produite du tout. Il a vécu pour voir sa théorie réhabilitée. Pour voir les plus grands esprits de la physique se rallier à sa vision. Peut-être que dans cette branche, il est encore vivant. Un vieil homme de plus de 90 ans, entouré de collègues qui comprennent enfin ce qu'il avait proposé toutes ces années auparavant. Ou peut-être que la mort est simplement la mort. La question ne peut pas être répondue. L'expérience ne peut pas être menée. Tout ce que nous avons, c'est la théorie, les mathématiques, l'idée étrange et belle que l'univers se divise à chaque mesure et que nous nous divisons avec lui. Mais voici ce que je sais. Chaque atome de ton corps a été forgé dans une étoile mourante. Chaque molécule dans ton cerveau fait partie d'une chaîne de chimie qui s'étend jusqu'à l'origine de la vie sur cette planète. Chaque respiration que tu prends te connecte à chaque organisme qui a jamais respiré. Tu n'es pas séparé de l'univers. Tu es l'univers, temporairement organisé en une personne, temporairement conscient de lui-même, temporairement en train de poser la question. Quoi qu'il arrive ensuite, tu étais là. Tu as posé les questions, et ça, par n'importe quel standard, scientifique, spirituel ou mythologique, est extraordinaire. Le multivers est peut-être infini, tes questions ne recevront peut-être jamais de réponse. Mais tu es ici maintenant, en train de les poser. Et c'est peut-être la seule immortalité qui compte. Les machines bourdonnent, les étoiles brûlent, les branches se divisent. Et quelque part dans l'épaisseur d'une mesure quantique, une version de toi fait un choix différent, vit un jour différent, meurt d'une mort différente ou ne meurt pas du tout. Bienvenue dans le multivers. Les portes ne s'ouvrent que dans un sens. Et tu en as déjà traversé plus que tu ne pourrais jamais compter.